Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de BeSmart. C'est tous les jours, bien sûr, du lundi au vendredi, de l'expertise, de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien maintenant. Bien dans son job d'abord et aujourd'hui, l'Equi-Coaching ou quand le cheval vous dévoile. Quel est l'intérêt de cette technique innovante de management par le cheval et comment ça marche? Arnaud Camus, fondateur de l'académie Equi-Coaching, nous dira tout en début d'émission. Smart et réglo, notre focus juridique. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la période d'essai. Elle permet à l'employeur de tester son salarié, mais aussi au salarié de tester son nouveau travail. Tour d'horizon de toutes les questions que vous vous posez avec notre expert Étienne Pujol, avocat en droit social au cabinet Berilo, dans quelques instants. Dans le cercle RH, un zoom sur les addictions dans le milieu professionnel. L'environnement de travail peut protéger ou au contraire fragiliser face au risque de l'addiction. Nous reviendrons avec nos invités sur ce véritable défi en matière de santé et sécurité pour les entreprises. Sujet encore tabou, il faut le dire, au sein des organisations. Et enfin, fenêtre sur l'emploi, on parlera des métiers de la comptabilité ou les métiers du chiffre, comme on les appelle dans le milieu professionnel, des postes qui ne connaissent pas la crise, bien au contraire. Le fondateur de ComptaJob, une plateforme de mise en relation entre recruteurs et candidats, sera tout à l'heure avec nous en plateau. Et on commence, comme promis, par bien dans son job. Bien dans son job, Arnaud Camus, fondateur de l'académie Equi-Coaching est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smart Job. L'Equi-Coaching ou l'accompagnement assisté par le cheval. Arnaud Camus, première question. Comment se sont rencontrés ces deux mondes, le monde de l'équitation et le monde du management et de l'entreprise? Alors, c'est une passion et le monde du travail en fait, qui s'est rencontré il y a une dizaine d'années avec un de mes clients pour lequel je faisais des plateformes de marque. J'ai révélé les valeurs d'entreprise, dans l'objectif de les irriguer dans les actions, les produits, les services et d'apprendre les managers à savoir traiter ces valeurs au quotidien. Et le DRH de ce groupe me dit un jour, Arnaud, il faudrait faire des formations pour que ces valeurs soient vraiment irriguées dans la société à tout niveau. On déjeunait souvent ensemble et il savait que dans ma vie personnelle, j'étais éleveur de chevaux. Et en boutade, il me dit, mais avec tes chevaux, est-ce que tu ne pourrais pas t'en servir pour faire des formations ? Pour une fois que j'avais un client qui ne mettait pas en état de péché mortel de mettre mes chevaux au boulot, j'ai relevé le défi. D'accord, vous avez relevé le défi, donc le cheval n'est pas là par hasard, en tout cas vous dans votre histoire et dans la manière dont vous êtes arrivé à l'Equi-Coaching. De manière plus générale, donc vous étiez déjà éleveur de chevaux, mais pourquoi le cheval ? Pourquoi cet animal particulièrement ? Qu'est-ce qu'il révèle chez l'homme ? Il révèle plein de choses. Alors pourquoi le cheval ? Parce que le cheval, d'abord, il est grand, gros, on le voit de loin et il est impactant. Le cheval a... Dans sa nature, il a été fait herbivore et il a développé des capteurs sensitifs hors normes. Il est capable de percevoir vos battements cardiaques à plus de 20 mètres. Il est capable de voir avec ses yeux qui sont quasiment sur le côté à 340 degrés. Il a une odorat d'excellente qualité, il a des pattes qui vont jusqu'à 70 km/h et il a une sensibilité tactile hors norme. C'est-à-dire que vous mettez une mouche sur son poil qui a du cuir, d'un coup de fouet de queue, il va la balayer, il le sent. Quand nous, il faut qu'un moustique nous pique pour qu'on le sente. Et la rencontre entre l'homme et le cheval, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez assisté par exemple à des rencontres de gens qui ne sont pas comme vous, des passionnés de chevaux, des rencontres fortes entre un manager, un cheval ? Comment ça se passe la rencontre entre ces deux êtres ? Alors, ce sont très souvent des rencontres émotionnelles, parce que dans nos stages qui varient entre 6 et 30 personnes, les 3/4 des gens ne connaissent pas bien les chevaux, voire même pas du tout. Ou peut-être en ont peur aussi des fois, ça arrive ? Alors absolument, il y en a qui en ont peur. On a une méthode pour, en 4-5 minutes, on arrive à les désensibiliser à vie de la peur des chevaux. Donc c'est plutôt efficace. C'est efficace. Et donc la rencontre émotionnelle, elle se situe dans le premier tableau qu'on fait. C'est-à-dire qu'avant, nous avons présenté les consignes de sécurité et le déroulé de la journée. Le premier tableau consiste à mettre le stagiaire seul dans le manège, à pied, avec un cheval qu'il aura choisi dans notre cavalerie. Et on va leur demander d'évoluer tous les deux pendant 3 à 4 minutes dans le manège. Sans instruction. Sans instruction, sans baguette, sans cravache, sans rien. Il doit faire bouger au pas, au trot ou au galop. Pendant ces 3-4 minutes, l'interaction se passe. Ils vous diront... Le lien se crée. Oui, absolument, le lien se crée, la bulle se met en place. Et au bout de ces 3-4 minutes, on récupère le cheval. On va demander le ressenti au stagiaire.
Et c'est toujours un moment assez exceptionnel. Il s'est dit, j'étais ailleurs. Et nous allons à la suite de ça analyser le cheval. C'est-à-dire que pendant 103-4 minutes, nous avons la capacité d'analyser 54 points de lecture du cheval sur ses attitudes. Et donc, quelle information il a reçue? Comment lui, il a vécu cette rencontre avec l'humain? Vous arrivez-vous à analyser ça? Absolument. On a 54 points de lecture sur le cheval qu'on va décrypter par un portrait psychologique et un autre portrait managérial. Et ensuite, le travail commence. Alors, de quelle manière? Donc, il y a la rencontre donc, avec le manager ou le salarié. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quel travail, quel exercice faites-vous faire avec le cheval et le manager? On ne monte pas sur le cheval, je crois. Il n'est pas question de ça. On ne monte pas sur les chevaux. Alors, ce premier tableau, je dirais, d'effet miroir est intéressant parce que crée ce premier contact et désensibilise et humanise, entre guillemets, la relation. Et par la suite, on va travailler en fonction des briefs que nous avons des sociétés sur la gestion du stress, la communication, la confiance en soi. On travaille sur tous les soft skills. Donc, c'est vraiment, on est dans les attentes de l'entreprise pour créer une formation ad hoc, toujours sur mesure pour nos clients. Et comment arrivez-vous justement à travailler sur tel ou tel aspect, tel ou tel comportement? On vous demande de travailler sur la gestion de stress et vous savez quoi faire pour la gestion de stress? Alors, je peux donner un exemple? Oui, s'il vous plaît, dites-nous. Un exemple assez facile et assez visible. Les chevaux sont habitués à l'environnement classique et dès qu'on met un élément perturbateur, ils s'interrogent, ils refusent ou en tout cas sont étonnés de ce qui se passe. Cet élément perturbateur, on le symbolise par une bâche bleue qu'on va mettre dans le manège qui fait 4 mètres par 4 mètres. Et le stagiaire va arriver avec son cheval et on va lui demander de considérer le cheval comme un projet qui va être celui de le convaincre pour le mettre sur cette bâche bleue avec un effort de persuasion assez important. Donc on peut même considérer que le cheval c'est son président, la bâche son projet et il doit amener son président sur la bâche en 3 minutes. Le stagiaire, souvent avec beaucoup d'assurance, prend le cheval par son école, par une relation assez de proximité. Le cheval arrive jusqu'à la bâche bleue, se campe, dit non. Le stagiaire lève un peu la voix, le cheval se met en toupie contre la bâche bleue, on attend que le stagiaire est un peu en sueur, perle un peu, et au bout de ce stress visible, on lui demande de tout relâcher, d'arrêter, donc le cheval souffle, le stagiaire aussi, et là on apprend simplement au stagiaire à travailler son approche en séquençant ses étapes. D'accord. Et donc c'est un travail, parce que vous parlez donc d'entreprise, de travail de groupe, c'est un travail individuel ou de groupe? Comment ça se passe? Où sont les autres salariés autour de ce manager, de ce salarié qui travaille lui à ce moment-là avec le travail? Comment, c'est un travail collectif, individuel? Alors, expliquez-nous. Les deux. En fonction des exercices, nous avons des exercices où le stress, on peut le travailler individuellement, ou notre exercice sur trouver sa place dans l'entreprise. On a un exercice où vous allez mettre un cheval ou un double poney dans un manège avec un parcours de quilles qu'il va falloir réaliser sans tenir le cheval. Et vous allez mettre 4 collaborateurs autour du cheval. Et avec la pression que vous exercez sur le cheval ou le double poney, vous devez le faire passer en travers les quilles. Et je vous assure que le travail de cohésion d'équipe, le travail de cohérence pour trouver sa place, est-ce que vous êtes plus confort derrière, sur les côtés ou devant? Il faut quelques instants, quelques minutes, voire même un quart d'heure pour trouver sa bonne place. Arnaud Camion, en général, c'est quoi? Une demi-journée, une journée, 2 journées de travail? Comment ça se passe? Quel suivi faites-vous après avec l'entreprise et les salariés qui viennent vous voir? Alors, le format idéal que nous préférons, c'est 2 jours, parce qu'on rentre vraiment dans un travail en profondeur. Ça marche très bien sur une journée aussi. Le suivi, c'est après chaque stage de moins de 15 personnes, on va faire un compte-rendu écrit sur chaque individu. Ses points de force, ses points de faiblesse, ses points d'amélioration. On fait un compte collectif sur le groupe qui est venu, avec ses points de performance aussi, qu'on pourra décrire. Généralement, je vais aussi les retrouver 15 jours suivant cette formation pour décrypter ce qui s'est passé. Et on réalise un exercice sur la révélation des attitudes managériales de ce groupe. Quelles valeurs partagent-ils après cette journée que nous avons passé ensemble? Est-ce qu'il y a des types d'entreprises ou des secteurs d'activité qui bénéficieraient plus d'un travail comme celui-ci, selon vous? Est-ce qu'il y a des types de structures qui viennent plus ou moins vous voir et pourquoi? Alors aujourd'hui, on a aussi bien de la start-up, de l'ETI ou du grand groupe du CAC 40, voire des entreprises internationales qui ne sont même pas implantées d'une façon juridique sur le sol français avec un siège social. C'est avant tout la prise de conscience que l'animal est capable de décoder votre non-verbal. Donc ça appartient à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une exclusivité de société. On fait beaucoup de COMEX
de codir, de commerciaux à leurs équipes, principalement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un style d'entreprise qui a la propriété de ce style de formation. Et c'est accessible à tous, donc? Alors, c'est accessible à tous, d'autant plus que depuis le mois de février dernier, nous sommes éligibles au CPF, au compte personnel de formation. Donc, ça nous a vraiment développé notre activité. Et avec ce sésame CPF Calliope, dans le plan de formation, votre formation Key Coaching est prise en charge. D'ailleurs, vous parlez de février dernier, ça me fait rebondir sur cette crise qu'on vient de vivre, qu'on vit encore un peu d'ailleurs, depuis plus d'un an et demi maintenant. Quel impact a eu cette crise sur votre activité? Est-ce que les entreprises ont peut-être plus fait appel à vous, justement, depuis un an et demi, parce qu'il y avait besoin, après tant de mois, de semaines, de télétravail, etc., de recréer du lien entre salariés? Absolument. Alors, nous, on a été très impactés parce que les regroupements ont été interdits. C'est-à-dire que pendant 4-5 mois, nous avons vraiment été fermés. Quelques grandes entreprises nous ont soutenus, aidés. Ça a été formidable, ça a créé des relations. Et à la réouverture, on a été débordés, quasi. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, on était sur une douzaine de stages dans le mois. Donc, il y avait un vrai besoin des entreprises. Septembre est un très gros mois aussi qui s'annonce de façon importante. Et aujourd'hui, le Covid, l'éloignement, la non-relation provoque une envie de se retrouver. Et notre formation avec l'Académie Key Coaching, qui est dans 12 lieux en France, c'est-à-dire qu'on est sur tout le territoire, permet de se retrouver dans un contexte aussi très safe, très nature, décarboné, si j'ose dire. Dernière question, Arnaud Camus. Est-ce que cette pratique se démocratise-t-elle vraiment aujourd'hui? De quelle manière? Alors, elle se démocratise peut-être plus sur le côté individuel, dire que côté particulier. Voilà. Après, le côté entreprise, je pense que c'est pas si facile à faire parce que nous sommes toujours 3 formateurs à intervenir quoi qu'il arrive, des groupes de 8 ou des groupes de 15. Donc, ça demande d'avoir des formateurs très complémentaires. Nous avons des champions olympiques, nous avons des psychologues, nous avons des experts en management qui sont toujours, l'articulation, autour de l'articulation de ces formations quoi qu'il arrive. Il y a un vrai travail de management. Oui, il y a un vrai travail de management et de tout niveau. Merci beaucoup Arnaud Camus. Je le rappelle, vous êtes fondateur de l'Académie des Key Coaching. Merci beaucoup d'avoir fait un peu de pédagogie aujourd'hui sur ce type de management. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le rendez-vous juridique de Smart Job. C'est Smart et Réglo. On parle aujourd'hui période d'essai. Smart et Réglo, Étienne Pujol est avec nous. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes avocat en droit social au cabinet Berry-Law. Focus aujourd'hui avec vous sur la période d'essai. On a tous été à un moment ou un autre dans le milieu professionnel à l'entame d'un contrat de travail, donc en période d'essai. On va faire ensemble, si vous le voulez bien, un petit tour d'horizon de toutes les questions qu'on se pose justement sur la période d'essai. Déjà peut-être une définition, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que cette période d'essai? On parle de cette période qui est assez atypique dans la relation de travail où chacun va se jauger. En fait, c'est une période qui est laissée par le Code du travail pour que l'employeur teste son salarié sur l'emploi pour lequel il le recrute, mais également, et c'est trop souvent oublié par les employeurs, le salarié, lui aussi, va tester son nouvel environnement de travail, son employeur. Ouais, c'est important de le préciser. Ah oui, parce que souvent, les employeurs sont décontenancés parce qu'on le verra peut-être dans un instant, mais le délai de prévenance, le délai dans lequel on prévient la partie adverse qu'on va mettre un terme au contrat sans aucune explication à donner juridiquement, eh bien, il est très très court chez les salariés, ce qui va générer pour l'employeur un vide qu'il va falloir combler très vite. Donc oui, c'est dans les deux sens, ça marche dans les deux sens. C'est évidemment en plus à l'employeur de tester son salarié, c'est pour ça qu'elle peut être très très longue. On y reviendra aussi. Oui, mais le salarié aussi a le droit de sortir de la période d'essai. Est-ce qu'elle est obligatoire cette période d'essai? Alors non, la période d'essai n'est pas obligatoire. D'ailleurs, pour certains profils, on n'en prévoit pas. Quand on recrute un cadre dirigeant, il y a assez peu de périodes d'essai qui sont négociées, mais il n'est pas obligatoire d'en avoir dans le contrat de travail. Donc pour les boîtes ou les entreprises qui ont ou qui pratiquent la période d'essai, de quelle manière est-elle encadrée? Vous parliez tout à l'heure de la durée, voilà, elle peut être très courte, très longue, dites-nous. Oui, tout à fait. Alors la réglementation, elle émane à la fois du code du travail et de la convention collective et du contrat de travail. Donc il faut jongler avec les trois, il ne faut pas oublier, quand on rédige le contrat de travail, les deux autres. Donc la loi prévoit un encadrement d'une durée maximale en fonction du positionnement du salarié dans l'entreprise. Un ouvrier ou un employé, c'est 2 mois maximum.
maximum, un agent de maîtrise, c'est 3 mois maximum, un cadre, c'est 4 mois maximum. Des conventions collectives peuvent prévoir des durées plus courtes ou des durées plus longues. Donc il faut voir aussi ce que prévoit la convention collective. Et puis le contrat, comme on le disait, il peut ne pas en prévoir ou prévoir des durées plus courtes. Il ne pourra pas prévoir en revanche de durée plus longue que ce qui est prévu dans le Code du travail ou dans la convention collective. Donc prévoir de durée plus longue, est-ce qu'elle peut être prolongée, cette période d'essai ? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, on voit des périodes initiales donc de 2, 3 ou 4 mois, mais la période d'essai peut être renouvelée. On appelle ça un renouvellement. Elle peut être renouvelée qu'une fois, mais elle peut être renouvelée d'une période équivalente à la première période. C'est pas hyper bon signe, ça, pour le salarié, si, un renouvellement de période d'essai ? Alors, c'est une pratique de marché, donc il ne faut pas que le salarié le voit forcément comme un mauvais signe. Effectivement, il préférera être confirmé le plus rapidement possible, mais il ne faut pas qu'il prenne mal le fait que la période d'essai va être renouvelée par l'employeur. Mais l'initiative du renouvellement, elle peut aussi être faite par le salarié. Il est arrivé, j'ai eu des clients qui m'ont dit « mais je ne comprends pas, moi je voulais le confirmer, mais lui a demandé à avoir quand même une phase de test complémentaire. Qu'est-ce que ça signifie ?» Lui, ça signifie qu'il n'est pas vraiment sûr. Tu ferais bien de mettre un petit peu l'accent sur le confort dans son poste. Étienne Pujol, que se passe-t-il quand on passe d'un contrat à un autre, par exemple, quand on était initialement en stage et qu'on passe en CDD? Voilà, il y a aussi tous ces changements de contrat qui peuvent intervenir ou intervenir dans la période d'essai. Exactement. Alors c'est une question très intéressante parce que souvent on imagine qu'à partir du moment où on va conclure un CDI, par exemple, on pourra mettre une période d'essai. Si on a déjà eu l'occasion de tester le salarié sur le poste, par exemple, comme vous le disiez, un CDD ou une alternance, et que le CDI va porter sur le même poste, on ne pourra pas faire de période d'essai. Alors je dis qu'on ne pourra pas, juridiquement, on prévoit que la période d'essai ne sera pas valable, on peut le dire, mais s'il y a une contestation derrière, le salarié aura beau jeu de dire que la période d'essai n'était pas valable, et donc il y a mis un terme, c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences financières qui vont avec. Voilà, Étienne Pujol, on va rentrer un peu dans le sujet qui fâche, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut rompre en effet une période d'essai? Pourquoi? Sans motif, sans préavis? Expliquez-nous les conditions d'une rupture, déjà si c'est possible, et les conditions. Oui, alors c'est effectivement le point sensible de la période d'essai. On est là pour tester et si ça ne marche pas dans les deux sens, eh bien on peut y mettre un terme. On peut mettre un terme au contrat de travail. Et quand c'est du côté de l'employeur, on va pouvoir y mettre un terme sans mettre en place la procédure de licenciement. C'est-à-dire qu'on a juste à informer le salarié de ce que, désolé, l'essai n'a pas été concluant et donc on ne va pas se poursuivre l'aventure ensemble. Et il faut s'en tenir à ça quand on est du côté employeur. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait raccrocher la non-pertinence du poste ou la non-adéquation du salarié à son poste, typiquement un motif économique, parce que finalement on pensait qu'on aurait les budgets et puis finalement on ne l'a pas, ou en période de Covid, on l'a beaucoup vu, on a beaucoup été sollicité en disant du jour au lendemain on n'a plus rien, est-ce que je peux mettre un terme à la période d'essai pour des raisons de Covid? Non. Non, c'est vraiment l'adéquation du salarié au poste qu'il faut traiter et donc il faut s'en tenir à ça. Et au-delà de la simple information, il y a aussi ce qu'on appelle un délai de prévenance. C'est-à-dire que... Une notion de préavis. Voilà, c'est une sorte de préavis. On ne l'appelle pas de la même manière parce qu'il est beaucoup plus court et puis surtout parce que le délai de prévenance, il croît en fonction de la durée d'ancienneté du salarié sur son poste, mais il est possible, si l'employeur se réalise la veille de la fin de la période d'essai qu'il ne veut pas poursuivre, eh bien, il aura quand même à respecter un délai de prévenance. Alors, non pas en faisant travailler le salarié au-delà de la fin de la période d'essai, sinon, beaucoup d'employeurs se font piéger à cause de ça, sinon le contrat a basculé dans un CDI de plein exercice, et donc c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais en payant l'équivalent du délai de prévenance sous forme indemnitaire aux salariés. Vous en parliez tout à l'heure, Étienne Pujol, vous me disiez que les entreprises avaient fait appel à vous pendant cette crise. Est-ce que les cabinets d'avocats, de manière générale, sont confrontés à de nombreux litiges sur cette question de la période d'essai? Dans les faits, dans les chiffres? Alors, il y a de nombreux litiges, mais il y a aussi beaucoup de points d'interrogation. Typiquement, ce week-end, et c'est pour ça que ce sujet m'a semblé intéressant, ce week-end, un employeur me disait « mais j'ai un salarié qui veut partir en période d'essai, et comment je fais? Comment je gère ?» Et c'est vrai que la réponse peut aller en disant dans 48 heures, il n'est plus là. Parce que la délai de prévenance pour un salarié, c'est 48 heures. Donc il me dit, mais je ne peux pas, il travaille sur des dossiers en cours, la fin de sa période d'essai, c'est dans 1 mois et demi, je ne peux pas. Et je lui dis, dans ce cas-là, il faut négocier avec lui d'un délai de prévenance un peu allongé pour te laisser le temps de te retourner. Donc oui, il faut faire très attention dans ces situations-là pour des questions, même de tentatives par les salariés, de dire, mais en fait, la raison pour laquelle il n'a pas voulu me garder, c'est pas tant que je ne faisais pas l'affaire, c'est qu'en fait, il va supprimer le poste après moi.
Et là, donc, on retourne, ce qu'on disait tout à l'heure, sur un licenciement pour motif économique. Et donc, ce n'était pas la rupture de la période d'essai qu'il fallait utiliser comme biais de résiliation, mais bien le licenciement pour motif économique. Donc c'était bien de faire de la pédagogie aujourd'hui avec vous sur cette période d'essai, parce que comme vous le dites, il y a des chefs d'entreprise qui connaissent pas forcément les tenants et les aboutissants, des salariés non plus. Donc merci d'avoir fait ce tour d'horizon aujourd'hui avec nous, Étienne Pujol. Je le rappelle, vous êtes avocat en droit social au cabinet Barilo. Merci beaucoup. Comme chaque jour, c'est l'heure maintenant de notre pause café. On va parler métier passion. Qu'est-ce que c'est? Job de rêve? Quels sont les pièges à éviter? Fanny Griesmer s'est penchée sur la question. On la retrouve tout de suite dans la pause café. C'est l'heure de notre petite pause café. Bonjour Fanny Griesmer. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous nous parlez du métier passion, mais vous nous dites qu'il y a peut-être un piège. Il se cache peut-être quelque chose derrière ce métier passion. Il se cache peut-être effectivement quelque chose et pas forcément le meilleur. Alors c'est vrai que travailler dans un secteur qui nous tient à cœur, accomplir notre vocation, baigner dans notre hobby au quotidien, ça a des airs de job de rêve. Sauf que le rêve peut rapidement se transformer en cauchemar si on ne définit pas clairement les limites. C'est ce que nous allons voir. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Cette phrase, elle vient du célèbre Confucius, le philosophe. Alors, cette phrase invite à penser qu'un métier passion serait la garantie de savourer le turbin au quotidien. Difficile, effectivement, de ne pas s'en laisser convaincre. Plus encore lorsque l'on sait que nous serions nombreux à chercher du sens au travail. Surtout ces derniers mois, le sens qui semble être beaucoup plus évident. Effectivement, lorsque la passion nous anime jusque dans notre travail. La passion serait même la motivation numéro 1 chez la génération Z, les moins de 25 ans. Selon une étude de BNP Paribas et de Boson Project, plus de 84% des moins de 25 ans choisiraient un métier pas par passion. La passion, donc, bien devant la raison. Mais qu'appelle-t-on métier passion, Fanny? Alors, quand on parle du métier passion, je ne sais pas pour vous, mais on pense tout de suite, je ne sais pas, au domaine artistique, domaine sportif, le milieu associatif. On pense aussi aux métiers à vocation, comme l'enseignement ou la santé. Et finalement, tous les choix de carrière ne relèvent pas forcément de la passion. Ils tiennent parfois à peu de choses. On est inspiré par les souvenirs, ça peut être inspiré aussi par un proche, un déclic scolaire, l'influence ou la pression familiale. Et au final, ceux qui aujourd'hui exercent un métier dont ils ont toujours rêvé ou qui touchent de près ou de loin à leur passion, eh bien, ils vous le diront, ils ont beaucoup de chance. Ils se sentent un peu privilégiés en quelque sorte, car exercer un métier que l'on a choisi avec le cœur, finalement, c'est très rare. Et ils sont pourtant de plus en plus à se tourner, Fanny, vers les métiers passion, comme vous dites. Oui, parce que ces derniers mois, les envies de changer de vie, de renverser la table, bref, de se reconvertir, n'ont jamais été aussi fortes. La pandémie n'y est pas étrangère. Il y a eu les différents confinements, le couvre-feu, on a beaucoup réfléchi. Petit travail d'introspection, réflexion qui a parfois éveillé en nous, ou en tout cas chez certains, l'envie de tout plaquer pour se consacrer exclusivement à leur passion et en faire leur métier. Et donc le métier passion, qu'a-t-il de différent, Fanny, avec un métier traditionnel? En fait, il implique un engagement qui est très particulier. Il est physique, psychologique, affectif, c'est vraiment corps et âme. Cela renvoie aussi à une forme de liberté, de créativité, aussi au fait que finalement on n'a pas tellement besoin d'être payé ou rémunéré, car finalement l'activité professionnelle est porteuse d'un sens qui constitue sa propre rétribution. On en arrive au final à une définition quasi paradoxale et en tout cas totalement contraire du travail classique qui est normalement contraint et qui nous sert à avoir de l'argent à la fin du mois. Vous parliez tout à l'heure, Fanny, de job de rêve. Est-ce que c'est la même chose? Métier passion, job de rêve? Alors, c'est assez paradoxal, mais pas forcément. Alors évidemment, donner de soi, de sa passion au travail rend le quotidien beaucoup plus doux, plus agréable. Mais derrière les métiers à la vitrine parfaite, il se cache pas mal de choses et pas le meilleur forcément. Des horaires à rallonge, souvent, des conditions de travail parfois difficiles, une forte exigence envers soi-même, surtout, une pression accrue. Et c'est valable si vous travaillez à votre propre compte, mais pas seulement. Lorsque vous êtes employé également, l'engagement est parfois tel qu'il reste peu de place pour une vie personnelle. Le risque en mélangeant travail et affect, ça reste bien le surmenage, le burn-out. D'autant qu'il reste plus difficile de parler du stress que l'on a, des problèmes que l'on rencontre, puisque vous exercez un métier passion. Vous êtes chanceux
Vous êtes privilégié, vous l'avez choisi, donc vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Non, il y a des limites. Et lesquelles? Alors, celle d'être un petit peu irréaliste. Déjà, le problème se pose au moment du choix de la carrière, au moment vraiment de l'orientation. On choisit d'embrasser une carrière. Choisir ce métier ne doit pas vous faire oublier qu'à un moment, le rêve va se confronter à la réalité. Et ce que vous imaginez n'est pas forcément justement la réalité. Alors, pour éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux se renseigner un minimum avant de se lancer. Renseignez-vous notamment sur les conditions de travail, les horaires, les débouchés, le salaire, le mode de vie aussi des personnes qui exercent ce métier, les avantages, les inconvénients. Dans tous les domaines, il y a forcément des à côté, des côtés un petit peu moins séduisants et qui peuvent même rebuter. Preuve que dans ces métiers-là, la passion ne suffit pas toujours. Et en fait, c'est ça le problème, c'est se rendre compte peut-être un petit peu trop tard que ce job de rêve ne l'est pas tellement. Alors oui, la passion peut être un vrai levier de motivation au quotidien, au travail, c'est vrai. Est-elle pour autant, cette passion, la condition sine qua non pour se sentir bien au travail, avoir vraiment cet épanouissement professionnel que l'on recherche a priori tous? Faut-il être passionné aussi pour être heureux au travail? Devons-nous tous avoir une passion, une vocation? Il y a cette injection du bonheur d'avoir cette dictature un peu... Enfin, c'est la dictature de la passion. Je pense que la réponse est non. Voilà. La réponse est non. On va terminer là-dessus. Fanny, en tout cas, nous, on est contente de faire ce qu'on fait. J'étais contente de vous recevoir aujourd'hui pour la pause café. On doit avouer qu'on a un métier passion. C'est vrai. C'est très prenant aussi. On vous retrouve demain, Fanny, pour une nouvelle pause café. Avec plaisir. Super. Dans quelques instants, le cercle RH. On parle aujourd'hui des addictions dans le milieu professionnel. Restez avec nous. À l'origine de 15 à 20%, 20 à 30% selon plusieurs études, des accidents du travail. Les addictions dans le monde professionnel sont pourtant encore tabous au sein des organisations. Comment les prévenir alors que le travail peut être l'origine du problème? Comment les traiter? Quel est votre rôle en tant qu'employeur ou même collègue? Nous avons la chance d'en parler aujourd'hui avec Alexis Péchard, président et addictologue chez GAE Conseil. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. GAE, acteur de la prévention des addictions en milieu professionnel. Jamila Elberi, avocate au cabinet GEB Avocat, est également avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être là. Et Patrick Bouissou, cadre dans le BTP, qui est également avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Eva. Qui nous confiera comment vous avez vécu et soigné votre addiction. Première question peut-être Alexis Péchard. Pourquoi ce sujet des addictions est-il encore aussi sensible, aussi tabou aujourd'hui ? Alors je vais nuancer un tout petit peu votre question dans ma réponse. Il est, grâce à la crise sanitaire, il faut y voir peut-être un élément positif. C'est ça, à cette pandémie. Cette pandémie a malheureusement, on l'a vu, on l'a entendu, malheureusement favorisé le développement d'un certain nombre de pratiques addictives, tant pour les actifs, mais pour tous les Français d'une manière générale, autant sur la consommation de produits psychoactifs que sur des addictions dites comportementales, sans produits. C'est une réalité, mais c'est vrai que ça a permis qu'on en parle un petit peu plus et que ce phénomène devienne un peu moins tabou. On a aussi beaucoup plus parlé ces derniers mois de l'importance de la santé psychologique des Français et des actifs, bien entendu. Et donc, tout ça a amené, je dirais, un terreau un petit peu favorable ces derniers mois pour qu'on puisse reconnaître enfin qu'il y avait un vrai sujet autour de ces thématiques, tant dans le milieu professionnel que dans la vie de tous les jours, en dehors des simples actifs. Le travail, je le rappelle aussi, est quelque chose qui préserve, malgré tout, en premier lieu, avant de faire souffrir. Le travail est quelque chose qui préserve la santé psychique d'une part et préserve aussi des pratiques addictives. Nous avons moins de pratiques addictives chez les actifs que dans d'autres tranches d'âge ou dans d'autres populations. Je pense notamment aux jeunes qui seraient étudiants, qui seraient en tout cas en cursus scolaire, ou des personnes bien évidemment inactives qui seraient en recherche d'emploi. Et dans ces populations-là, effectivement, on retrouve plus encore de pratiques addictives. Jamila Elberi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? L'environnement du travail protège, préserve ou, à contrario, peut aussi quand même fragiliser l'individu? Alors, tout dépend de l'environnement de travail. Il peut être effectivement et à la fois un facteur de protection dès lors que les conditions de travail y sont favorables,
ou même un facteur qui est susceptible d'aggraver les conditions de travail de la personne qui est sujette à la consommation de substances psychoactives, et dans cette hypothèse, durcir ou rendre le milieu de travail un peu plus toxique concernant le salarié. Donc là, évidemment, l'employeur reste débiteur d'une obligation de prévention de santé et de sécurité à l'égard de ses salariés, et il doit veiller à la protection de celle-ci. Est-ce qu'on peut définir peut-être, Jamila El-Berry, parce qu'il y a un cadre évidemment législatif autour de ces questions-là, qu'est-ce que la dépendance, qu'est-ce qui relève, on parle des addictions au travail, peut-être qu'il faudrait expliquer qu'est-ce qui relève de la dépendance, de la pathologie, comment ça se passe? Alors c'est une excellente remarque et une excellente question. Elle fait appel naturellement à l'intervention de plusieurs acteurs, notamment le médecin du travail ou les services de santé au travail qui sont capables d'émettre un diagnostic concernant la pathologie ou le degré pathologique de la conduite addictive. L'employeur, en ce qui le concerne, lui va, à travers la mauvaise exécution du travail ou le comportement anormal du salarié, repérer une situation pathogène qui va le conduire à mobiliser ses services de santé au travail pour remédier à la situation dysfonctionnelle. Donc il y a une vraie, de toute façon, responsabilité de la part de l'employeur dans ces cas-là. Patrick Bouissou, de quelle manière, selon vous, le travail peut-il peut-être empirer l'engrenage addictif ? Alors, le travail, c'est un petit peu particulier parce que pour quelqu'un qui est victime d'une addiction, quelle qu'elle soit, que ce soit l'addiction aux jeux, aux écrans, aux produits psychotropes bien connus qui sont la poudre blanche et puis l'herbe que l'on roule, ou celui que produisent nos vignerons sympathiques, n'est-ce pas, l'alcool. Donc le travail peut être le protecteur et le dernier rempart pour éviter de complètement se casser la gueule, mais comme il peut être aussi malheureusement un vecteur supplémentaire de développement de ces addictions. Donc ça, c'est un premier point qui est important à prendre en compte. Aujourd'hui, les employeurs ont compris qu'il y avait des gens chez eux qui étaient des gens de valeur, qui pouvaient rencontrer des problèmes dans leur existence, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, les entreprises se mettent à développer aujourd'hui des politiques pour accompagner les gens qui sont dans le besoin. Alors moi, notamment, je vais citer mon entreprise, qui s'appelle Léon Grosse, qui est un acteur du bâtiment et des travaux publics, une entreprise familiale de 140 ans d'existence. Depuis maintenant 3 ans, le cabinet d'Alexis Péchard intervient chez nous pour expliquer ce que c'est que les addictions au sein des anciens CHSCT. Donc ça a été une longue approche. Et en même temps, l'entreprise a décidé de mettre en place un accompagnement avec toujours les conseils de GAE, que l'on remercie au passage parce qu'il nous permet, je dis nous, c'est-à-dire moi et l'entreprise en grosse, de l'exprimer là-dessus, puisque nous avons testé ces services dans le cadre de l'accompagnement, puisque je suis là pour aussi dire que quand une entreprise compte sur ses collaborateurs, elle sait mettre les moyens pour les aider à s'en sortir. Donc ça, c'est aussi un aspect plutôt positif. Alexis Péchard, vous faites de la prévention auprès des entreprises sur ces sujets-là. En effet, c'est plutôt positif. Les employeurs, les chefs d'entreprise, comme disait Patrick Bouissou, ils ont pris, ça y est, le sujet, ils commencent à le comprendre. Et voilà, ils commencent à comprendre l'enjeu de ce sujet-là. Exactement. Alors, je dirais que ce qu'on observe, nous, dans notre pratique chez GAE Conseil, c'est qu'il y a un peu 2 rythmes et 2 grandes catégories d'entreprises, si je puis dire. Il y avait l'avant-crise, pendant les mois les plus aigus, et notamment les premiers confinements, et puis ce qu'on observe aujourd'hui. Avant la crise sanitaire, les entreprises qu'on accompagnait le plus et qui étaient le plus avancées, si je puis dire, en termes de culture, sont des entreprises qui avaient une culture santé-sécurité extrêmement développée par rapport à la nature des risques professionnels auxquels ils sont sujets. Et je pense typiquement, effectivement, à des entreprises dans le domaine du travaux public. Je pense à des entreprises de transport de voyageurs, transport de marchandises, la logistique, l'industrie, au sens général, étaient des milieux avec lesquels on travaillait vraiment de manière extrêmement récurrente et qui avaient développé depuis de nombreuses années beaucoup de politiques de prévention, principalement sur l'alcool, plus récemment sur les autres psychoactifs, principalement le cannabis, la cocaïne, les médicaments psychotropes, et puis encore plus récemment sur les problématiques d'hyperconnexion dont on parle aussi beaucoup depuis la crise sanitaire. Et donc vous diriez quoi, que la crise sanitaire avec le renouvellement de peut-être ou des politiques RSE, on parle beaucoup de RSE en ce moment, aussi, il y a eu des prises de conscience, c'est ça ? Il y a eu des prises de conscience et c'est l'avènement du télétravail
tel qu'on l'a connu avec cette arrivée du confinement, de la crise sanitaire, qui a amené et a révélé de nouvelles problématiques, et pour des entreprises notamment qui sont, je trouve, encore aujourd'hui extrêmement démunies, parce qu'elles partent de presque rien, presque de zéro sur cette question de l'addiction qui n'a jamais été nommée, ou en tout cas qui restait uniquement à des sujets d'ordre individuel. Un tel, de tel service, voilà, c'est monsieur, madame un tel dont on entend parler. C'est celui dont tout le monde parle mais à qui on ne parle plus, mais ce n'est pas une politique d'entreprise. Et là, je pense principalement à des entreprises de services qui font appel à nous depuis le début de la crise sanitaire à cause du télétravail généralisé, mais qui n'ont pas cette culture santé-sécurité parce qu'elles n'avaient pas des risques, entre guillemets, qui semblaient majeurs pour la santé du fait de leur activité, et qui donc, de fait, ne s'étaient jamais réellement intéressés à la question de l'addiction, hormis éventuellement quelques petites actions dans le cadre du mois sans tabac, par exemple, ou du Dry January, vraiment sur des actions de santé publique, où voilà, elles relayaient ces actions-là, mais n'avaient pas une politique structurée, comme c'est le cas dans une entreprise comme Léon Gross. Patrick Bouissou. Oui, moi, ce que je pense surtout, c'est que on parlait tout à l'heure de la relation du travail et de l'addiction. Effectivement, le travail, c'est le dernier rempart pour ne pas tomber et définitivement ne pas sombrer. Or, le premier confinement a été la descente aux enfers pour bon nombre de personnes qui se sont retrouvées, en fait, avec leur travail, derrière un écran, donc totalement désociabilisées. Puisque l'importance pour quelqu'un qui est addict à un produit, quel qu'il soit, notamment les gens qui ont un problème avec l'alcool, c'est que tant qu'ils sont dans un univers où il y a une sociabilisation, il y a en fait une sorte de colonne vertébrale qui leur permet de se tenir. Le jour où on passe... Il y a besoin de se contrôler aussi, bien parce entendu, qu'on sait qu'il faut qu'on prenne les transports, il faut Il y a surtout l'image directe. qu'on renvoie. Là, nous sommes sur un plateau, on se voit. Derrière un écran, on se voit, mais on ne se voit pas, en fait. Il n'y a plus ce contact des yeux, qui est très important. Donc, il n'y a plus cette relation sociale, qui est la relation physique, qui est très importante. Donc, le travail a été protecteur pendant longtemps, et le premier confinement, a été destructeur. Très rapidement. Pour les gens qui avaient déjà des problèmes, c'était la descente aux enfers, très rapide. Donc ça peut être effrayant, ces nouveaux modes de travail, ces nouveaux modes de fonctionnement, ces modes hybrides, ça peut être... En tout cas, il faut les prendre en compte, il faut faire attention. Il faut prendre en compte, en fait, dans l'analyse du risque, tel que doit l'exécuter une entreprise dans le cadre de son document unique d'évaluation du risque. Quand on parle des problèmes psychosociaux, on doit bien prendre en compte la désocialisation du collaborateur à qui on va imposer trop de temps en télétravail. Puisque si on prend le cadre légal, c'est 2 à 3 jours par semaine maximum. C'est ce qui est défini dans le code du travail. Par contre, si on va un peu plus loin, il y a des entreprises où les gens ne sont pas retournés dans leur bureau, n'ont pas vu leurs collègues depuis le 17 mars 2020 et nous sommes le 3 septembre 2021. Donc c'est épouvantable. Et là, il y a des gens qui tombent et il n'y a personne pour les aider. Parce que la personne, en plus, qui va tomber, à un moment donné, elle crie au secours, on ne le voit pas, parce que c'est pas évident de le voir déjà. Et comme le disait... C'est quoi un appel au secours ? Un appel au secours, c'est une façon de se comporter qui montre qu'on a besoin d'aide. Et on ne va pas dire « aidez-moi ». Par contre, un jour, quelqu'un l'a vu, il vous a tendu la main, vous ne l'avez pas prise, et quelque temps après, vous allez la prendre parce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette démarche. Or, cette démarche aujourd'hui, devant un écran plasma, quel qu'il soit, des 16, 19, 22, 36 pouces, il n'y a plus cette relation physique qui est une relation sociale, qui est quand même la base de la vie des êtres humains que nous sommes. On ne peut pas vivre déconnecté du monde, comme on dit aujourd'hui, la vie réelle. Oui, effectivement, oui. La vie réelle, la vie vraie, c'est celle que l'on vit tous les jours quand on se déplace, quand on va voir des clients, quand on va voir des compagnons sur un chantier, quand des compagnons vont voir leur chef de chantier, quand un directeur d'agence va voir ses collaborateurs, quand une entreprise va négocier un gros contrat avec un client. C'est ça la base. Et quand tout ça disparaît, il n'y a plus, et c'est ça qui est important, il n'y a plus cette espèce de lien social au sens large qui fait que comme il a disparu, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient. Et là, la descente aux enfers est très rapide. Donc il faut du lien social. Jamila El-Berri, est-ce qu'on peut peut-être faire sauter un peu des préjugés sur les métiers, les secteurs qui seraient potentiellement plus touchés ? Tous les métiers peuvent être touchés ou tous les secteurs d'activité peuvent être touchés à un moment par des comportements addictifs. Absolument. Il y avait des espèces de lieux communs ou des préjugés sur certains milieux, notamment artistiques, où on a l'impression qu'on a une dimension plus festive dans l'exécution du travail. Alors qu'en réalité, on s'est aperçu au cours de ces 10 dernières années
et bien que ces conduites addictives affectaient quels que soient les secteurs d'activité, tertiaires, de services, comme le disait Alexis tout à l'heure, mais aussi bien la banque que l'avocature, que quels que soient les milieux. En réalité, c'est plutôt connecté aux conditions de travail qui sont plus ou moins supportables, qui vont faire qu'on va découvrir des conduites addictives chez certains salariés qui peuvent, hélas, basculer dans ça de façon plus ou moins accentuée selon leur capacité à tenir face au travail. Donc oui, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'elle est assez hétérogène et elle concerne homogène et elle concerne absolument tous les secteurs d'activité. Jamila Berry, comment dissocier un comportement addictif qu'on amène au travail, qu'on a déjà en nous, qu'on a déjà en soi, et un comportement addictif qu'on va créer sur le lieu de travail. Et là, c'est différent, parce que là, en effet, il y a peut-être une responsabilité de l'employeur aussi plus forte. Mais comment jauger ce qu'on a déjà en nous ou ce qui a été créé par le lieu de travail? Si vous voulez, le droit ne fait pas la distinction entre l'environnement de travail qui propose ou qui facilite la consommation de substances psychoactives ou qui favorise les addictions comportementales et ce qui est intrinsèquement lié à votre vie privée et que vous exportez un peu malgré vous au sein de votre milieu de travail. Dès lors qu'il y a un lien avec le travail, dès lors qu'on a un contrat de travail, l'employeur reste protecteur de votre santé physique et psychique. Il ne peut pas ségréguer la vie privée de la vie professionnelle. D'abord, il n'en a pas les moyens. Faut-il qu'il y ait des psychologues, des psychiatres qui puissent justement discerner ce qui relève du privé et du professionnel. Néanmoins, c'est le résultat qui compte. Et le résultat, c'est si la conduite addictive influe sur la bonne ou la mauvaise exécution du travail, moi, l'employeur, je reste responsable de ce qui arrive et je dois prévenir ce qui arrive. Si, dans le cadre de la prévention, je m'aperçois qu'en réalité, ce comportement est lié à des faits qui relèvent de la vie privée, et bien là, c'est le service de santé au travail ou le médecin qui accompagne le salarié qui est victime de cette conduite addictive qui doit naturellement appréhender cette situation et l'aider à transcender cette situation de difficulté dès lors qu'elle se présente à lui et qu'il en a la connaissance. Juste pour rebondir 30 secondes sur ce que vous venez de dire, sur favoriser le comportement addictif. Donc on parlait peut-être de burn-out, de beaucoup de stress, des horaires, voilà, beaucoup où on termine tard, etc. Impôt en entreprise, par exemple, ce n'est pas favoriser un comportement addictif. Non, mais il faut bien faire la distinction. Qu'est-ce qui est... Oui, vous avez un avis là-dessus, Patrick Bouissou, dites-nous. Donc, concernant ce sujet des pots en entreprise, j'ai un avis qui est assez tranché, mais qui est un avis d'expert. À partir du moment où dans une entreprise, on organise régulièrement des pots, sur 10 personnes qui sont dans le pot, il y en a 8 qui resteront toujours dans un état normal et il y en a 2 qui petit à petit vont tomber dans l'addiction. Parce que c'est comme ça, c'est des études psychologiques, des études de la physionomie des uns et des autres et qui prouvent que, alors là je parle surtout des problèmes liés à l'alcool. Il y en a 2 qui vont devenir malades de l'alcool, des malades alcooliques, sans s'en rendre compte au départ. Et donc on va commencer par le pôle entreprise, et puis après le pôle entreprise, on ira poursuivre avec 2 collègues de travail, et puis 2, 3, 4 mois après, ce sera tous les jours qu'on ira prendre un pot après le travail, et on en profitera quand il y a un nouveau pôle entreprise pour en remettre encore un petit peu plus. Donc insidieusement, l'entreprise n'incite pas, puisqu'elle applique la loi EVA, n'est-ce pas? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bravo, j'applaudis les 2 mains. On voit plus de publicité sur le tabac. Par contre, en France, on continue à avoir de la pub sur l'alcool sur tous les murs de toutes les villes et sur le cul de tous les autobus. Mais c'est normal, en France, on produit du vin. Donc, on est dans un milieu favorable pour l'addiction à l'alcool. Parce que c'est quand même l'addiction la plus facile à voir. Je pense à traiter aussi, mais c'est aussi celle qui est la plus taboue parce qu'on touche à l'économie nationale. À une économie puisqu'elle est légale. Exactement. Sur favoriser, oui, je vous posais la question sur ce côté favoriser, inciter peut-être le salarié avec des pots d'entreprise. Oui, c'est évident que si la personne a des tendances à la consommation de substances de façon non régulée, outrancière, ce type de situation festive peut favoriser ce type de comportement. Après, l'employeur, est-ce qu'il en est tout à fait conscient ou pas? Il se trouve que ça fait partie de cette espèce de convivialité sociale qui est très encouragée dans les entreprises pour favoriser un climat de travail assez agréable, que donc naturellement on est porté de croire qu'on agit bien, mais qu'effectivement, s'il y a des chauffards, entre guillemets, s'il y a des personnes qui s'écartent du cadre réglementaire, là, l'employeur doit réguler malgré tout. Mais oui, ces situations peuvent
éventuellement favoriser ou simplifier en tout cas la consommation de produits. Alexis Péchard, vous qui conseillez les entreprises sur la prévention de ces sujets-là, qu'est-ce qui déclenche la prise de conscience? Patrick Buissou nous dira aussi, nous parlera de lui, mais de manière générale, qu'est-ce qui déclenche la prise de conscience chez celui qui développe un comportement addictif, peut-être déjà, et puis de la part de ses collègues? Est-ce que c'est des relations dégradées au travail? Est-ce que c'est des tâches qu'il n'est plus capable d'accomplir? Qu'est-ce qui déclenche cette prise de conscience à un moment? Alors la prise de conscience, elle est importante tant du point de vue de la personne qui est en difficulté, bien sûr, et je vais vous donner et vous y répondre avec quelques exemples, mais elle est aussi très très importante, et j'insiste là-dessus parce qu'on a tendance à l'oublier, très importante de la part de l'entourage. Oui, il faut regarder ce qui se passe autour de nous. Professionnel ou personnel, et je rappelle souvent, on a souvent en tête que la personne qui est en difficulté, qui est dans la dépendance, est souvent dans le déni. C'est souvent quelque chose que l'on entend ou que l'on imagine assez aisément. Mais n'oublions pas que l'entourage est aussi dans le déni. Et que ce déni de l'entourage est encore plus nocif, je trouve, parce que d'une certaine manière, il vient alimenter le déni de la personne. Parce qu'en n'abordant pas le sujet, on vient d'une certaine manière cautionner que tout va bien pour la personne qui elle-même est en difficulté. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors cet élément déclencheur, ce déclic, souvent, on m'interroge dessus, souvent des proches, souvent des membres de la famille qui me disent mais comment peut-on faire pour déclencher ce déclic? Alors, je vais vous dire quelque chose de très frustrant, c'est que je ne sais pas déclencher le déclic. Je ne crois pas que des addictologues puissent avoir cette baguette magique. Ça serait extraordinaire, mais nous ne l'avons pas. Par contre, on sait de l'importance que d'aborder le sujet, et on sait qu'effectivement, plus on va être à aborder le sujet, que ce soit des professionnels de la santé, que ce soit un collègue, que ce soit un proche, que ce soit un ami, quelle que soit la nature de la relation que vous entretenez, cette importance que de montrer, de signifier à la personne que vous inquiétez pour elle et qu'elle n'a pas toujours été comme cela, c'est ça qui est très important. Et donc, effectivement, après coup, lorsqu'on fait de l'accompagnement individuel, comme je peux le faire, comme on peut le faire au cabinet, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu souvent un ou plusieurs éléments qui ont déclenché ce déclic. Et il n'y a pas une réponse, en fait. À ce moment-là, il y en a beaucoup. Alors, il y en a, ça peut être la perte d'un permis de conduire, ça peut être le regard d'un collègue, ça peut être le regard des enfants, ça peut être la perte de la garde des enfants, ça peut être une séparation, ça peut être un collègue, ça peut être un accident, ça peut être un presque accident aussi, parfois au travail, qui aurait pu être dramatique, mais fort heureusement, ça n'a pas été jusqu'à l'accident de travail. Et parfois, ça peut être effectivement l'accident de travail. Et au niveau des directions, les entreprises qui font appel à nous, régulièrement, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ça arrive de manière non négligeable, la motivation est effectivement souvent un événement soit médiatique, parce que c'est un risque à part entière pour l'entreprise, parce qu'on va venir médiatiser un événement qui met en avant une question de consommation de substances impliquant l'un de leurs salariés, dans le cas d'un accident, souvent spectaculaire, et voilà, et ça peut être effectivement un accident de travail, parfois mortel, dans des situations dramatiques. Patrick Buissou, qu'est-ce qui vous a déclenché la prise de conscience, et qu'est-ce qui vous, ensuite, deuxième question, aurait pu peut-être vous aider aussi? Alors moi, je vais revenir un petit peu en arrière. Il y a 2 ans, c'était en septembre 2019. Un matin, j'arrive tôt au bureau, mon chef de service aussi me dit « Tiens, Patrick, il faudrait qu'on discute tous les deux. » Donc, je me doutais de ce pourquoi il voulait parler. Puisque, encore une fois, quelqu'un qui est sous l'emprise d'un produit stupéfiant, bon, moi, en l'occurrence, c'est l'alcool, il sait très bien dans quel état il est. Il sait très bien que les gens le voient, mais il veut aussi se dire que les gens ne le voient pas. C'est important, ça, c'est compliqué à comprendre et à définir, mais c'est important. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Et donc, mon chef me dit, alors, on s'installe dans un petit salon, et je lui dis, prends pas de pincettes, je sais de quoi tu vas me parler. Tu veux savoir si je bois? Non, je ne bois pas. Il m'arrive de temps en temps, je me souviens d'événements tristes dans mon précédent métier, donc j'ai un coup de cafard, et puis je peux boire une bouteille de whisky chez moi le soir. Donc c'est pour ça que parfois tu as pu me voir dans l'année 1 ou 2 fois un peu fatigué le matin, mais c'est tout. Puis je lui dis, mais surtout, si tu veux, on peut tout de suite faire un test d'alcoolémie, puisque dans les placards de nos bureaux, service prévention, il y a des alcotests. Donc il a vu que c'était pas nécessaire de faire un alcotest. Donc ça, c'est la première alerte, en fait, c'est ce que disait Alexis, c'est l'accompagnement. À un moment donné, quelqu'un en a parlé. La personne à qui on en parle a besoin qu'on lui en parle, mais elle est surtout en train de dire, non, moi je vais très bien, moi. Regarde-moi, 50 ans, regarde, je suis beau, tout. Aucun problème, je suis en parfaite santé. Mais là-dedans, il y a une petite lumière qui s'est allumée.
mais toute petite, et puis elle reste toute petite. Et un jour, il y a un déclenchement, moi, c'était pendant le confinement, curieusement, où il y a eu un déclenchement parce que j'ai été absent derrière l'écran 3 fois dans la même journée, et donc là, j'ai dit stop le soir. Alors pourquoi ce jour-là et pas un autre? Pourquoi pas une semaine après? C'était ce jour-là. Et donc c'est là que sont intervenus les services de GAE Conseil, hein, avec qui j'ai naturellement très bonne relation, puisque c'est eux qui ont aidé mon entreprise. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'entreprise a confiance dans son collaborateur. Parce qu'en même temps, lorsqu'on se lance dans ce processus, l'entreprise investit de l'argent quand même. Moi, je remercie toujours mon entreprise parce que c'est elle qui a payé, hein, c'est pas moi. Et en même temps, mais c'est deux personnes qui s'engagent, hein, c'est un contrat. Alors, c'est pas évident de dire ça, hein, parce qu'on peut pas dire, ouais, mais tu as arrêté parce que s'il y a un contrat entre ton employeur et toi. Moralement, si, il y a un contrat. Puisque moi, le mal dont je souffre jusqu'à la fin de mes jours, qui s'appelle l'alcoolisme, je peux retomber tous les jours, mais du jour au lendemain. Sauf que comme il y a un espèce de contrat qui s'est fait entre une personne morale et une personne physique, du coup, on tient parce qu'il y a ce contrat moral et qu'on ne veut pas mettre en porte-à-faux celui qui vous a aidé, justement. Et ça qui est important, c'est la détection, l'alerte à un moment donné pour dire aux gens, on t'a vu, si un jour tu as besoin, on t'aide. Moi, j'ai tendu la main qu'on m'a tendue, je l'ai prise 8 mois après. Comme ça, par le plus grand des hasards. Hein. Je ne peux pas vous dire, c'était ce jour-là parce qu'il y a eu tel ou tel événement. Il y a eu un facteur déclenchant qui était l'absence à 3 visioconférences. C'est un facteur déclenchant, mais... Jamila El-Berry, on va terminer. Il nous reste 30 secondes. J'aimerais terminer. Vous poser une question en tant qu'avocate. Est-ce qu'il y a beaucoup de litiges relatifs à ces comportements addictifs en entreprise? Et est-ce que globalement, ils sont gérés d'une manière plutôt sereine? C'est-à-dire que l'employeur est plutôt avenant avec le salarié avec qui, à qui ça arrive? Comment ça se passe? On rencontre 2 types de réactions. La première, c'est l'hostilité la plus complète face à ce type de comportement. D'accord. Donc il y a ce type de comportement quand même aussi. Voilà, c'est ça. Pour X raisons. Et puis d'autres où on est plus enclin à être dans l'écoute et l'accompagnement. Voilà. Donc il y a les deux, encore aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas à tous les 3 d'être venus sur ce plateau pour parler de ce sujet-là. Merci Alexis Péchard, président et addictologue chez GAE Conseil. Jamila El-Berry, avocate au cabinet Jeb Avocat. Et Patrick Bouissou, vous êtes cadre dans le BTP. Merci d'être venu témoigner sur le plateau de Smart Job. Tout de suite, et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi. Les métiers du chiffre ne connaissent pas la crise. Comptable, contrôleur de gestion, directeur financier, les recruteurs sont de plus en plus nombreux à chercher des profils qualifiés. Jonathan Amram, président de ComptaJob, une plateforme de mise en relation entre recruteurs et candidats, est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être sur le plateau de Smart Job. Comment expliquer, Jonathan Amram, le succès de ces métiers du chiffre? Alors, le succès des métiers du chiffre, il est double. Premièrement, donc, c'est un métier qui a jamais connu la crise. Et deuxièmement, c'est un métier en fait qui a énormément évolué. Tous les métiers ont évolué avec la transition numérique, la dématérialisation, etc. Et les métiers de la comptabilité ont été très impactés par ces évolutions. À titre d'exemple, on a des postes en fait d'assistants comptables, d'aides comptables qui avaient des tâches à faible valeur ajoutée. Et ces tâches-là, en fait, ont été quasiment effacées grâce aux outils technologiques. Aujourd'hui, on se concentre vers des postes à plus de responsabilités et donc on a des besoins en recrutement qui sont très forts à ces postes-là. Et porté particulièrement par la crise, vous diriez aussi? Alors la crise a amené beaucoup puisque les cabinets d'expertise comptable se sont rendus compte notamment en fait, qu'il y avait une nécessité encore plus que d'habitude de dématérialisation, de pouvoir travailler à distance. Donc ils ont été dans ce sens-là, mais ils étaient quand même déjà prêts. Et du coup, oui, la crise a joué beaucoup sur l'impact du recrutement dans le domaine de la comptabilité. Donc il y a beaucoup de... En tout cas, les recruteurs sont là. Comment expliquer qu'ils peinent malheureusement à trouver des talents aujourd'hui? Alors, il y a 3 types de recruteurs dans le domaine de la comptabilité. Il y a les cabinets de recrutement qui vont être chargés donc, de recruter pour les cabinets d'expertise comptable et pour les entreprises. Et donc, si vous voulez, il y a aussi les cabinets d'expertise comptable qui vont essayer de se dégager du temps, mais ils n'ont pas forcément les postes en interne pour le faire et recruter en direct. Et vous avez les entreprises. Et on revient en fait à cette évolution, c'est que vous avez énormément d'offres d'emploi et peu de demandes, peu de candidats qui sont formés justement pour répondre aux nouveaux enjeux de la profession, des métiers du chiffre de manière plus large. Et du coup, c'est cette problématique principalement qui est rencontrée. Donc, il y a un enjeu de formation. Il y a un enjeu de formation, exactement. Il y a pour moi un fort enjeu de formation, peut-être au niveau de l'éducation nationale, puisque les métiers du chiffre, la comptabilité, la paye, ce sont des diplômes d'État. Peut-être qu'il faudrait revoir, même si ça a été fait déjà depuis
plusieurs années, mais revoir peut-être les formations pour aller vers des métiers qui sont adaptés aux enjeux actuels. Pour nous donner une idée un peu des chiffres, Jonathan Abraham, combien de candidats et de recruteurs sur ComptaJob aujourd'hui? Alors, ComptaJob existe depuis 2006. On a une base de données aujourd'hui sur toute la France de plus de 60 000 candidats et on travaille avec 5 000 entreprises. Et vous avez quoi comme objectif pour les mois, les années à venir? Alors, les objectifs, c'est toujours fidéliser nos clients. Ouais. Nous, on a fait le choix, à la différence de nos concurrents, de donner la possibilité d'accès, notamment aux TPE et aux PME, au recrutement en ligne et d'avoir des offres d'emploi qui sont accessibles, des services accessibles. Contrairement à vos concurrents, c'est-à-dire qui, eux, ne donnent accès peut-être qu'aux plus grandes structures, c'est ça? On travaille aussi avec des grands groupes, ouais. mais disons que beaucoup d'entreprises, beaucoup de cabinets d'expertise comptable ont des besoins ponctuels. Et donc, du coup, il fallait répondre à cette problématique-là. ComptaJob a toujours fait le choix de répondre à cette problématique en s'adaptant aussi en termes de services et en termes de coûts. Et les objectifs, déjà, premier objectif, c'est de rester, malgré la concurrence qui est énorme, de rester en fait sur ce service-là. Et le deuxième objectif, c'est justement de travailler avec ces enjeux de la profession, des métiers du chiffre qui sont les enjeux de la data, et de pouvoir simplifier le parcours, l'expérience utilisateur, à la fois pour nos candidats et pour les recruteurs, en leur permettant de postuler plus rapidement et de déposer des offres d'emploi plus rapidement aussi. Oui, parce qu'en plus de mettre en lien donc recruteurs et candidats, vous endossez aussi un peu un rôle de pédagogue aussi dans ce secteur-là. Bien sûr, on est l'intermédiaire et on a ce rôle de pédagogue effectivement, d'autant plus en fait qu'on propose à notre communauté, on appelle les candidats et les recruteurs notre communauté, on leur propose énormément d'articles à travers des actualités, des conseils à destination donc des candidats et des recruteurs qui leur permettent de rester en veille sur les enjeux et de faire notre rôle justement de donner cette possibilité d'information sur toutes les mutations qui se passent. Vous parliez tout à l'heure de digitalisation, de ces nouveaux enjeux numériques, de la data. Petite question peut-être un peu cliché, mais quand on parle digitalisation, on peut aussi penser moins de postes, moins de jobs, voilà, certains métiers qui seraient peut-être potentiellement remplacés par les robots. Ça, c'est pas quelque chose qui vous fait peur. Vous savez, les futurs métiers de la comptabilité, de la gestion seront là. Ils se digitalisent, mais il y en aura. Alors, effectivement, il y a beaucoup de postes qui vont être impactés par cette digitalisation, par notamment l'intelligence artificielle. Après, il ne faut pas le voir comme un risque, je pense. Après, c'est vraiment ma position, mon opinion. Il faut le voir comme une opportunité. Pourquoi une opportunité? Comme je vous l'ai dit, il y a des postes qui vont être amenés à disparaître. Des postes où l'automatisation, la faible valeur ajoutée ne va plus en fait donner envie et aux candidats et aux recruteurs de recruter sur ces postes-là. Par contre, elle va permettre une évolution des compétences, cette digitalisation. Elle va permettre donc à des profils qui sont déjà en poste, s'ils le souhaitent, de se former pour évoluer hiérarchiquement et avoir plus de responsabilités. Et puis, elle va permettre des recrutements futurs avec des nouveaux métiers. On peut tout à fait demain voir en entreprise, dans le domaine de la comptabilité ou en cabinet, des postes de data scientist, des postes d'analyseurs, en fait, de contrôleurs de gestion spécialisés dans la donnée pour apporter toujours plus de services aux clients. Jonathan Abraham, un dernier mot, il nous reste quelques secondes. Peut-être pour donner envie à ceux qui nous regardent de s'engager dans ces métiers-là, dans ce secteur-là, un métier qui peut-être sur le papier ne fait pas forcément rêver, mais qui en tout cas a des perspectives et des possibilités d'avenir. Alors le métier fait de plus en plus rêver. Oui. Il a pendant une certaine période le métier d'expertise comptable, d'expert comptable et dans le domaine de la comptabilité de manière large. Souffrait d'une image un peu négative. Aujourd'hui en fait les instances ont fait un gros travail là-dessus pour donner une image jeune à la profession. Ils ont créé des incubateurs de start-up. Donc c'est un métier qui a beaucoup d'avenir et puis surtout c'est un métier à très fort conseil. Vraiment il y a une mission de conseil qui est très importante, c'est cette relation client, elle est très très intéressante et c'est vers ça qu'on doit tendre. Merci beaucoup Jonathan Abraham d'être venu nous parler de ces métiers du chiffre. Je le rappelle, vous êtes président de ComptaJob. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Fanny et Margot qui m'ont aidé à la préparer. Merci à vous de nous avoir suivis bien sûr. Demain vous retrouverez Arnaud à la présentation de ce rendez-vous. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.